Bonjour tout le monde, il fait beaucoup de monde. Je vais vous parler de Doom. Doom, c'est un très vieux jeu vidéo. Qui d'entre vous a déjà joué au Doom 1, le tout premier? Tout le monde. Bon, je pense que vous êtes tous meilleurs que moi, comme vous avez pu voir. Alors, je vais vous parler un petit peu de... Non, pas le mode avion. Merci. De différents aspects de Doom, comment est-ce qu'il a été un peu conçu, on rentrera un petit peu dans le code. On va voir plein de points, mais bon, d'abord je vais vous parler un petit peu de moi. Je m'appelle Xavier Frédéric Moulet, je suis développeur chez Orange. Voilà, je passe mon temps à m'occuper de mes enfants aussi, de bidouiller des vieilles consoles de jeux. Et évidemment, ce que je vous montre n'a rien à voir avec mon travail quotidien, comme vous pouvez vous en douter malheureusement. Le jeu, parlons du jeu, tout le monde le connaît, mais c'est pas grave. C'est un jeu qui est sorti en 93 en shareware, donc c'était un mode de diffusion des jeux où on avait une première version avec quelques niveaux, puis après on payait pour avoir le jeu complet. Il a été fait par une boîte qui s'appelait ID Software. Ça a été vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui était extraordinaire à l'époque, avec 30 millions de versions en shareware. Enfin, c'était vraiment voilà. Un jeu qui a généré ensuite la mode des Doom-like, on appelait carrément ça les Doom-like, ça veut dire que ça avait un petit peu marqué quand même. Il se vendait dans le commerce des utilitaires de désinstallation de Doom, tellement c'était installé sur les PC des entreprises. Voilà. Et ça a été cité comme une des raisons de perte de productivité constatée en 1994. C'était une prouesse technique avec des optimisations qui n'étaient jamais vues à l'époque sur un PC, le PC moyen de l'époque, qui doit être 1000 fois moins puissant que mon portable, qui n'est pas un super portable. Voilà, des optimisations donc, qui n'étaient jamais vues. On va rentrer un petit peu, on va voir en quoi ça l'était. Le gameplay, alors c'est tout petit parce qu'effectivement, 320-200, ça doit correspondre à peu près à ça sur un écran un peu standard. Vous l'avez vu tout à l'heure, je ne vous raconte pas le scénario, aucun intérêt. On a des monstres, on tire dedans. L'intérêt à l'époque, c'était surtout l'immersion, évidemment. On avait l'impression d'y être. C'est difficile à croire maintenant, mais on avait l'impression d'être dedans. Donc on se promène, on tire sur des monstres avec des armes. Par rapport à avant, c'était en 3D, c'était en plein écran, c'était immersif. Il y avait des ombres, il y avait des graphismes, il y avait des bruits, il y avait pas mal de choses qui donnaient une immersion qui était terrible. Bon, plusieurs exemples de gameplay. Voilà. Une de mes sources principales, ça a été ce bouquin sur lequel je suis tombé en 2018, qui a été fait par Fabien Sanglar, qui est un Canadien, qui explique dans un bouquin de 300 et quelques pages, le livre est dispo sur son site en PDF, une bonne partie de ce que je vais vous montrer juste après. Et très intéressant, donc du coup, comme livre, il rentre dans des moteurs de jeu. Alors, il y a eu Wolfenstein avant, qui était sorti, qui est un autre jeu. Et justement, je vais vous en parler. Donc, on était en 93, sortie de Doom. Wolfenstein, sorti en mai 92, donc très peu de temps avant à l'époque. On a eu des cycles, les cycles rapides dont on parle tout à l'heure, c'était déjà le cas à l'époque. Sorti sur PC, on voit que c'est quand même nettement moins avancé. On utilisait quand même de la 3D, alors la carte était faite de cubes, qui étaient sur une carte en 2D, avec des sprites donc, qui eux étaient verticaux, un peu comme des cartons en 2D qui avancent et qui sont face à l'utilisateur en permanence, et puis des murs en perspective. Ça, c'était déjà une première évolution sur 386 à l'époque, VGA 320-200, 256 couleurs, la haute définition, quoi, grosso modo. Donc pas mal de versions, pas mal de ports sur Super NES, etc. On verra plus tard. Donc ça, c'était un peu le premier first-person shooter sur PC. Sauf qu'il y en avait encore un avant, toujours par ID Software, qui était fait en novembre 91, qui s'appelait Catacombe 3D. Là, c'est de l'EGA, donc il n'y a que 16 couleurs à l'écran. C'est toujours du raycasting, donc toujours cette méthode dont je vous parle juste après. C'était fait en C++, donc déjà. Donc novembre 91, encore une fois des itérations rapides et des améliorations à l'époque qui étaient assez fulgurantes d'une année à l'autre. Encore avant, il y a eu Overtank. Alors c'est le premier que j'ai trouvé sur PC. Donc en EGA, en C et en assembleur, pas mal d'assembleurs évidemment à l'époque, toujours Borland C++. Peut-être que certains d'entre vous ont connu ça. Le jeu est dispo sur GitHub. On peut aller voir, on peut aller faire un mini tour. Il y a 7000 lignes de code. Pas énorme, 7000 lignes de code, sachant que c'est ID Software qui l'a fait. On va voir au fur et à mesure que le code d'ID Software, il est plutôt bon, il est plutôt lisible, et ça a beau être du C, c'est quand même très bien fait. Je vais essayer de l'ouvrir, si j'y arrive. Ouais. Alors, ouais, voilà. Donc, Overtank, qu'est-ce qu'on voit? Donc, nom de fichier 8 caractères, évidemment, on est sous DOS à l'époque.
Donc voilà, des fichiers C, des fichiers, mais bon, ça reste à peu près correct. Prenons Overmain par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bon, alors il a été refait en 93. Bon, le programme est, mais quand même open source. On voit des, voilà, do help text, des choses assez claires, assez documentées. On le voit, et à l'époque c'était déjà documenté. Donc là, c'est tout premier FPS sur PC à peu près. Hein. Donc voilà, vous pouvez aller voir Flakrodsoft Overtank 3D. Voilà, donc ça c'était pas Hyde, mais c'était pas mal non plus. Donc cette ligne de code, très bien fait. Donc le code d'Overtank GPL en 91, la GPL date de 89, donc à l'époque c'était déjà pas mal. Spécifique pour du DOS, à l'époque les jeux ça incluait tous les drivers, parce qu'il n'y avait pas d'OS, hein, on bootait directement sur la... Il y avait MS-DOS, mais bon, c'est pas vraiment un OS. On bootait tout sur la disquette, et puis après, on utilisait les sorties son directement vers le matériel. Un des premiers jeux a utilisé le raycasting là-dessus, et donc optimisé avec de l'arithmétique à virgule fixe, parce que sur les processeurs de l'époque, il n'y avait pas de virgule flottante. On va voir ça tout à l'heure. Alors le raycasting, j'en ai déjà parlé 2-3 fois, c'est une méthode simple pour faire un labyrinthe en 3D, simplement les murs. Après, on ajoute des sprites en 2D devant, et donc là, on va essayer de faire des murs. Alors, on va utiliser pas mal d'optimisation, parce que les PC à l'époque étaient très lents par rapport à ceux de maintenant. Et donc, comment on va faire pour rendre un niveau en 3D, quand même, en plein écran, ou en tout cas en restreignant pas trop la taille de l'écran. Alors, il y a ce lien-là qui est pas mal, qui explique vraiment bien comment est-ce qu'on fait du raycasting. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un certain nombre de spécificités. Déjà, les murs sont verticaux. Aucun mur qui ne soit pas vertical, ce qui veut dire que plus un mur est loin, plus il est petit, évidemment, en 1 sur X. Et puis, comme le sol et le plafond sont horizontaux et les murs verticaux, ça veut dire qu'à un endroit donné, quand je regarde l'horizon, je tombe sur un seul mur, évidemment. Et sur une ligne complète, je tombe sur un seul mur. Ça veut dire que je vais calculer la distance par rapport à un point de l'écran, au milieu. Et puis je vais faire colonne par colonne, mais je n'ai pas besoin de calculer tous les pixels de l'écran, la distance de tous les pixels de l'écran. Donc déjà, j'ai divisé par 300 la taille des calculs que je vais pouvoir faire. En plus, on le voit, c'est symétrique en termes de calcul. Donc en gros, j'ai un jeté de rayons à faire pour aller voir la distance par rapport au prochain mur. Et à partir de là, je connais la taille verticale du mur, c'est 1 sur ma distance à peu près. Je fais une symétrie verticale et je tire un trait vertical. Donc j'ai juste à faire un calcul, j'écris un trait vertical et c'est bon. Si je peux, je fais une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Le plafond, enfin tout ce qui n'est pas un mur est soit du plafond en haut, soit du sol en bas. Donc il suffit que je me souviens où j'en étais et c'est assez simple à faire. Et du coup, vous pouvez porter un truc en 3D sur à peu près la puce qui alimente votre four maintenant, à peu près en termes de CPU. Donc voilà comment ça se passe avec un plan qui est fait de carrés, comme on le voit à droite. Et donc avec des couleurs éventuellement. Donc quand on va lancer le rayon, on va connaître la couleur du carré qu'on tape et du coup on va l'afficher à l'écran. Et donc, pour une direction, comment on calcule le prochain mur? Il faut optimiser. On n'a pas beaucoup de CPU. Donc, dans ce cas-là, on avance de proche en proche, mais on sait qu'on est sur des cubes. Donc, de toute façon, il n'y aura pas d'autres murs avant le prochain cube. Donc, on prend tic, 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 tic. Vous voyez, on avance à des petits points. Je ne sais pas si on voit à l'écran. On est le personnage qui est là. On avance un petit point ici. Et puis après, le prochain, il va être là verticalement. Et pareil pour horizontalement. Donc, on a assez peu de points à tester pour aller trouver le prochain mur. Et après, on s'arrête. Pour toute la hauteur de l'écran, c'est bon, on a trouvé l'endroit où c'était. Donc, voilà comment on peut faire un niveau en 3D avec un PC qui a très très peu de puissance à l'époque. Voilà. Arrive Doom. Donc 1er janvier 93. Blablabla, le speech, etc. Prévu pour... alors au début c'était pour DOS, après pour Windows NT, Next même plus tard, etc. Voilà, arrivée de Doom. Par rapport au jeu précédent, c'était quand même une vraie révolution en termes de graphisme. Alors, comment Doom a été développé? D'abord, on va se reculer un petit peu, on va regarder quel était l'environnement, parce que j'ai parlé du fait que les PC étaient lents, tout ça, comment on développait à l'époque sur PC, c'était quoi un PC à l'époque? Petit rappel, 386, première architecture 32 bits de chez Intel, avec le 387 si on était riche pour faire des calculs à virgule flottante, sinon c'était virgule fixe, sur des entiers donc, et le premier de chez Intel, si je ne me trompe pas, à avoir un pipeline. Pipeline d'un processeur, c'est simplement le fait qu'on réalise que on va avoir besoin d'abord d'aller chercher une instruction en mémoire, donc le fetch. Ensuite, on la décode, donc on va savoir de ce dont il s'agit, et après, on l'exécute. Et après, on écrit on écrit éventuellement dans la mémoire s'il y a besoin, ou bien on passe à la suite.
Et donc l'idée, c'était de découper ces 3 phases, parce que ça correspond à des éléments hardware différents, et donc on va pouvoir les occuper tous à un moment donné. Donc on a un pipeline de 3 éléments, et quand le premier a fini, il passe au suivant, et il va chercher la prochaine instruction. Alors des fois, il peut se tromper s'il y a un jump, évidemment, on n'avait pas cherché la bonne, donc il y a des trous dans le pipeline. C'est toujours le cas actuellement, avec des milliards de stratégies plus complexes, mais déjà, il y avait un pipeline, donc ça allait un peu plus vite, parce que ça occupait toutes les parties du processeur en même temps. Sauf que le décode, il met 2 instructions en pratique, donc c'est un peu long, et ce qui fait que, en fait, le prefetch, là, il doit attendre un coup sur 2. Il ne peut pas être utilisé à chaque fois, parce qu'il attend le dé pour pouvoir lancer. La première instruction, là, est en phase de prefetch. Après, quand elle est en train de s'exécuter, la deuxième instruction, la première instruction est en phase d'exécution, et la deuxième en phase de prefetch, mais après, on ne peut pas aller chercher la suivante, parce qu'on ne peut pas aller l'envoyer à ceux qui exécutent. Donc en pratique, on pouvait quand même faire un peu mieux qu'une instruction tous les 4 coups. Là, on faisait tous les 2 coups. Donc ça permettait déjà d'aller plus vite. Le 486 qui est sorti en 89, donc les échelles de temps, c'est à l'année. Ça correspond maintenant, si je compte bien, à un PC qui est sorti il y a 4 ans, à peu près. Donc les évolutions étaient quand même très, très rapides. Par rapport au moment où Doom est sorti, il a exploité à fond. Avec ou sans virgule flottante, toujours. Alors, on avait 2 choses, un meilleur pipeline et de la mémoire cache. Mémoire cache pour accéder plus vite, parce qu'on peut commencer du coup à aller faire tourner le processeur plus vite que la mémoire, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, un meilleur pipeline. On va découper ici, on a un write pour aller écrire dans la mémoire, et puis on découpe le décode en 2. Donc là, du coup, à chaque coup, on va pouvoir donner une meilleure instruction. Et donc on voit qu'un 386 déjà, ça va jusqu'à 33 MHz parce qu'on est aussi limité par la mémoire. Un 486 à 25 MHz, ça va beaucoup plus vite qu'un 386. D'abord parce qu'on n'a pas toujours besoin d'aller chercher dans la mémoire à cause du cache. À chaque coup, on fait une instruction, à chaque clock horloge, on fait une instruction, et puis on peut aller plus vite que la mémoire. Parlons de la mémoire, justement. Les 80, 86, 88 et 286 étaient sur 16 bits. Ils avaient un bus d'adresse de 16 bits, de données 8 bits, mais adresse 16 bits. Et donc, il fallait prendre 2 registres 16 bits décalés, parce que 16 bits, c'est 65 535, donc il y avait plus de 65 K de mémoire, donc l'espace mémoire, il devait être plus grand. Donc, on prenait 2 registres d'adresse pour aller faire un pointeur. Il fallait les décaler avec une base, c'était l'horreur. C'était absolument pas portable, il y avait des pointeurs NIR qui pointaient, qui étaient plus rapides, des pointeurs longs, mais qui n'étaient pas... Enfin, le code est absolument pas portable. Tout ça pour arriver à donc, décaler 4 bits à gauche plus 16 bits d'un nouveau, ça fait 20 bits, et du coup, on accède à 1 méga de mémoire, ce qui est largement suffisant. Personne n'aura jamais besoin de plus de 640K. Voilà, donc c'était l'horreur. Sauf qu'arrive le 386, qui a un 32 bits natif. Alors, je dis natif, sauf qu'il ne boot pas en mode, on appelle mode protégé, il ne boot pas en 32 bits, il boot en mode 16 bits. C'est toujours le cas sur vos PC. Vos PC bootent en mode 16 bits. Il faut demander au BIOS et tout ça de faire le passage en mode 32 bits. Et donc les OS de l'époque, ils étaient tous 16 bits. Les premiers OS 32 bits, c'était Windows 95 ou Linux, évidemment. Donc il va falloir régler ça si on veut pouvoir être portable, par exemple. Et puis il va y avoir besoin d'un compilateur qui sache faire ça. Alors le compilo, on verra tout à l'heure pour le compilateur, mais il va falloir avoir un compilateur 32 bits qui est complètement différent d'un compilateur 16 bits. Le VGA, grosse révolution, pareil, sorti 89, je crois, sur les PS2 IBM. On avait 4 banques mémoire, ici, dans lesquelles on écrit. Un contrôleur très compliqué avec plein de modes, grosso modo, pour transformer ces octets de mémoire en un signal rouge, vert, bleu qui va sortir à l'écran. Donc le CRTC, c'est ce qui va gérer toutes ces horloges avec tout un tas de modes, tout un tas de... Et puis un DAC ici, le Digital Analog Converter, qui va transformer ces valeurs en sortie électrique à l'aide d'une palette, ce qui réduit le nombre d'octets dont on va se servir, parce qu'on va limiter 256 couleurs maximum, et que du coup, on va pouvoir piocher dans des couleurs qui sont prépositionnées dans la palette, et du coup, on pourra indexer, enfin, on aura un octet pour 256 couleurs, au lieu d'avoir à chaque fois à mettre dans la mémoire rouge, vert, bleu, qui va être plus long. Donc, 256 couleurs de palette qu'on va pouvoir manipuler, du coup, pour faire des effets à l'écran, si on veut. Et puis, beaucoup de modes différents pour optimiser l'utilisation de la mémoire, selon ce qu'on veut en faire. 640, 496 couleurs. Comme ça, on reste dans les 256K utilisables pour les banques de mémoire. Des modes linéaires où un pixel correspond à un octet de la mémoire, ou des modes plus compliqués entrelacés. Un des gros progrès qu'il y a eu rapidement par la suite, c'était les rapidités de transfert entre le CPU et la RAM vidéo. Je vais passer rapidement là-dessus, mais il y a eu des bus spéciaux pour aller plus vite entre le CPU et la RAM vidéo, parce que sinon on n'avait pas les moyens de remplir un buffer.
là où maintenant on peut faire des centaines de milliers de triangles par seconde avec une carte. À l'époque, juste remplir un truc en une frame, c'était compliqué. Le PC, alors le son du PC, c'était un bip avec un son carré. On pouvait régler la fréquence, mais c'était tout. Et sont arrivées les cartes son PC, Sound Blaster par exemple, la qualité CD, la folie, 44 kHz, 16 bits, donc en 92. Pardon. Bon, je vais le tenir. J'ai tout cassé. Je vais faire moins de gesticulation. Donc 44 kHz, 16 bits par rapport au PC, c'est une vraie révolution, mais ça arrive peu de temps avant. Encore une fois, les évolutions étaient très récentes, étaient très rapides sur le PC à cette époque-là, mais on arrive à des qualités audio qui étaient bonnes si on achète la petite carte qui va avec. C'était évidemment pas livré en natif avec les PC qui étaient des ordi de boulot jusqu'à Doom. Voilà, en conclusion, le PC, il devient doucement multimédia puissant, avec des capacités audiovisuelles de plus en plus puissantes. C'est encore assez très frustre d'un point de vue logiciel. On voit que les OS, c'est quand même, on boot directement sur la disquette quasiment et on va chercher des interruptions de mémoire. Mais il n'y a pas vraiment d'OS, il n'y a pas de gestion de la mémoire, il n'y a pas de gestion des processeurs, de plusieurs process. Il n'y a pas de process. Bref. Ce qu'on avait par contre par ailleurs, pour les gens qui travaillaient vraiment et qui avaient les sous, c'était des stations de travail Unix. Ça, c'était beaucoup plus puissante d'un point de vue logiciel surtout et beaucoup plus cher. En particulier Next, j'en ai parlé tout à l'heure un peu. Next a été très utilisé dans le développement de Doom. Alors le Next, Steve Jobs, après cette virée de chez Apple, première version en 89, toujours le truc très récent. Ça coûtait, comme vous voyez, le prix d'une bonne voiture quand même. Et ça, c'est des dollars de l'époque. Donc maintenant, voilà, 21 000 $ pour le Next Cube qu'on voit là-haut, noir et blanc. Un écran quand même en 1000 pixels à peu près de large, je crois, donc vraiment le luxe. Ultra haut de gamme, très très cher, et je crois que si vous vouliez acheter la carte graphique super haut de gamme aussi, c'était à peu près le même prix que la station Next. Donc pas un gros marché non plus. Néanmoins, voilà, ça a évolué quand même entre le 68030 qui était le processeur Motorola à 25 MHz qui correspond à peu près au 386, on voit un 3, et puis le 68040 qui correspond à peu près au processeur de chez Intel. Bon, on voit qu'il a plus de mémoire quand même que les PC de l'époque qui avaient plutôt 4 Go, mégas. J'ai fait exprès. C'est le disque dur qui avait 1 giga. Écran de 17 pouces, voilà, ultra luxe, 17 1120 pixels à l'écran et des extensions de capture vidéo qui coûtaient le prix d'une voiture aussi. Le logiciel, là par contre le logiciel ça rigolait pas. Noyau Mac Unix développé en Objective-C, en objet donc. À l'époque c'était révolutionnaire. On voit gestionnaire de fenêtres, on voit du multiprocess, on voit un vrai noyau qui est capable de préemptif, qui est capable de tuer un process quand il prend trop de CPU, ce qui n'était pas le cas sur PC à l'époque. Enfin, voilà, un truc qui s'appelle Interface Builder, qui je crois a été fait par un Français, Cocorico, équivalent de Visual Basic, révolutionnaire à l'époque aussi. Objet qui permet de cliquer et de dessiner des interfaces graphiques. Énorme à l'époque, donc première chose qui arrive sur le Next. Next qui a eu le premier serveur web, le premier browser, donc ils ont inventé le web là-dessus, et il y a pas mal dans les API de préfixe NS quelque chose pour Next Step, je crois, qui sont toujours celles qui sont utilisées pour les iPhones. Si vous programmez des iPhones, alors je ne le fais pas moi, mais en Objective-C, je crois qu'il y a toujours les préfixes NS devant, qui remontent à ça pour l'OS. Et du coup, John Carmack, qui a développé Doom, le jour où le Next est sorti, donc lui qui était très développement PC, bas niveau, je fais des optimisations assembleurs, etc., il a pris sa voiture, il a fait 300 km, il est allé acheter un Next parce qu'il savait que c'était l'avenir et que c'était trop bien. Alors maintenant, les outils de développement. Comment est-ce qu'on développait sur un PC? Comment est-ce que Doom a été développé? Alors, Doom, en fait, on voit qu'il y a un workflow qui est compliqué. Alors, voilà, il n'y a pas de Terraform à l'époque. La musique, c'était sur PC parce que le hardware était sur PC, donc du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient faites. Après, on utilise un script qui s'appelle Lumpy, on va voir ce qu'il fait après, pour passer ça dans des fichiers .wad. Bon.
Pour le graphisme, c'était fait avec Next, parce que c'était beaucoup plus puissant, il y avait des logiciels super de capture vidéo, etc. On va voir ce que ça donne. Et après, c'était retouché sous Deluxe Paint, pour deux raisons. D'abord parce que Deluxe Paint était connu des graphismes, mais d'autre part parce qu'on voyait un écran de PC. Parce que c'est beau d'avoir le méga écran là-bas, mais à la fin, les joueurs, ils auront un écran de PC. Donc il faut retoucher sur écran de PC pour voir ce que ça donne. Donc ça donne des sprites, des textures, et puis ensuite un export avec un script, toujours le même. Des graphiques. Et puis l'éditeur de niveau, lui, il était directement fait sous Next. Pourquoi? Parce que c'est plus stable, parce qu'il y a un meilleur écran, parce qu'on peut construire des logiciels, des tools vachement mieux. Donc c'était directement fait sur Next. Et puis le code source quand même, ça a été développé sous Next, pas sur PC. Donc nécessité d'être portable et que les hacks bas niveau soient bien dans un coin. Mais il n'y en avait pas partout. Il fallait faire les choses proprement. Donc le code source a été réalisé sur Next, a été buildé sur Next, et ensuite il était recompilé avec compilateur spécifique du PC 32 bits à l'époque, le Wacom C++ et le DoomX était sorti. Donc on voit déjà que c'est pas le développement de bidouilleur dans un garage, c'est quand même un truc qui a été fait par peu de monde. Doom il était fait par très peu de monde, mais déjà il savait faire les choses proprement. Alors les outils de développement, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Bon, pas de contrôle de version du code source avant Doom 3, donc on sauve sur une disquette et puis on la met proprement dans un coin et personne n'y touche. Voilà. Des éditeurs de texte, on verra. Après, on va voir les compilateurs, le son, les graphismes et le niveau, comment on fait pour faire Doom. Alors le compilateur, Wacom C++, voilà, enfin Wacom C, pardon, 386, 32 bits. Attention, c'est des éclairs même sur le processeur. Unleash 32 bits power, quand même, important. On voit deux choses intéressantes là-dedans. Le premier, c'est pas Go, j'aime bien Go, mais c'est pas ça. C'est $895, le compilateur. Donc à l'époque, c'était pas gratuit un compilateur C. Qui était capable d'utiliser 32 bits d'espace mémoire et 4 gigas de mémoire. Et puis, l'autre chose, alors je sais pas où il est. À un moment, c'est standard. Ça veut dire qu'on utilise du code standard, du C en C. Ce genre de choses-là, c'est ultra important parce qu'on va développer du C sur une station Next et on va recompiler avec un compilateur standard. Donc, ce n'est pas de la bidouille garage, on utilise une version standard de C en 1991 ou 92, je ne sais plus quand ils ont commencé. Donc déjà, les choses sont faites encore une fois proprement. Je ne sais plus, c'est écrit là-dedans. Voilà. Et Microsoft Compatibility, évidemment. Les éditeurs, un bel éditeur, 25 lignes à l'écran, en couleur quand même, coloration syntaxique, plantage quasi quotidien de l'éditeur. Une des raisons pour lesquelles ils sont passés sur Next aussi, ça c'était TurboVision. Voilà, donc bon, puis vous voyez, on voit pas grand-chose à l'écran. On n'avait qu'un seul écran évidemment, pas double écran, et on voyait que 25 lignes. Alors sur Next, c'est mieux. Il y a plus de, on en voit beaucoup plus à l'écran. Il n'y a pas la coloration syntaxique. On peut faire du pliage de code. Je ne sais pas si ça se voit ici, mais il y a des endroits où on peut replier le code, enfin certaines fonctions, donc on peut encore en voir un peu plus virtuellement. Et ça, c'est énorme à l'époque. Donc beaucoup plus de productivité en utilisant des bons outils et des grosses stations de travail Unix pour développer le jeu. Pour les graphismes, pour que ce soit réaliste, ils ont fait appel à des artistes qui étaient capables de faire des sculptures. Et pour faire un peu de 3D, du coup, ils ont tourné les sculptures et capturé différentes poses du Doom Guy dans différentes positions. Et donc là, on voit quelqu'un qui est en train de sculpter un démon de je ne sais plus quoi. Et pareil, de le prendre avec une caméra vidéo et de le faire tourner de manière à ce qu'on puisse le voir dans différentes... Donc c'était toujours des sprites, mais il y en avait plusieurs. Donc du coup, on avait l'impression que ça tournait, parce qu'on montrait simplement un sprite différent selon l'orientation par rapport à l'utilisateur. Les armes, bon, en fait, c'était du jouet. Le TurboGun 3000, voilà, il a été scanné. J'en avais d'autres, mais bon, en général, c'était des jouets qui étaient scannés et retouchés après. L'outil Deluxe Pen 2, peut-être que vous connaissiez ce type de logiciel. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait sur Next tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus frustrant l'interface utilisateur ici. Il n'y a pas grand-chose de plus, mais on est dans un mode natif au PC, et du coup, on peut voir ce que ça va rendre pour l'utilisateur à la fin.
Les sons étaient achetés sur un CD de sample déjà à l'époque. La musique composée sur MIDI et exportée avec des scripts d'export. Voilà, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail sur les sons et la musique. Il y avait quand même des sons PC, donc pour le speaker PC aussi. Ils ont sorti des sons avec des blip blip comme ça. Et l'outil d'édition, alors là c'est sur un Next en couleur, mais un outil maison Doom Editor développé sur Next, graphique, très puissant, multi-fenêtre, et on utilise ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin ils ont utilisé ce qu'on a vu tout à l'heure, l'outil pour pour dessiner les boutons sur l'interface graphique au lieu de passer par du code, qui était aussi révolutionnaire à l'époque. Ils se sont beaucoup servis de ça parce qu'il fallait itérer très vite et aller très vite vers le développement final. Alors maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans le code, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des fichiers WAD ici, des audio WAD, etc. Puis ici, un WAD-link qui va sortir un gros point WAD de Doom.wad qui sont les données de Doom. On a bien séparé d'un côté les données, de l'autre côté le moteur de jeu. Alors WAD, ça veut dire Where's All My Data. C'est plusieurs fichiers qui sont concaténés en un seul, et c'est une des caractéristiques les plus importantes de tout le code de Doom, je pense. Avec le renderer 3D évidemment. Alors la structure, elle est super simple, on la voit là. On a iWAD, c'est un header juste pour être certain qu'on a bien le bon type de fichier. Le nombre de lump, un lump c'est un fichier grosso modo, enfin c'est un sous-fichier, une entité de données. Où se trouve le répertoire des lumps? On va sauter là. Donc là on le voit, magic number, il est là au début, le nombre de directories et l'endroit où ça se trouve. Et ensuite, on va avoir un offset pour savoir où se trouve l'objet dans le fichier, la taille de cet objet et le nom, qui est 2 fois 4 octets. Alors, 4 octets partout parce qu'on est sur des architectures 32 bits. Lump name, donc 4 caractères, donc pas d'Unicode évidemment, pour dire ce dont il s'agit. Et puis après, on passe au suivant, il y en a n, et donc on a à peu près tout comme ça dans un fichier. Donc on peut, dans un fichier, concaténer un certain nombre de... Et donc la structure est ouverte, rapidement, dès le début. La structure, elle est assez simple à aller chercher. Pour un bidouilleur qui, à l'époque, regardait ça, très vite, il s'y retrouvait, il trouvait où étaient les différents éléments. Alors, on peut passer 1 minute pour regarder avec un éditeur moderne, car oui, il y a des éditeurs modernes pour Doom. Et donc, ça s'appelle, par exemple, il y en a plusieurs, mais les Slade, là, donc c'est un truc graphique, et donc on voit, alors, peut-être pas très bien, l'ensemble de tout ce qu'on a dans le Doom.wad shareware, qui est disponible sur Internet, sans pirater. Donc là, on a le premier monde de Doom. Donc il est là, il est fait d'un certain nombre de murs qui eux-mêmes sont faits d'un certain nombre de points sur lesquels on va ajouter des textures. Donc on référence à chaque fois. Donc voilà, les things sont les objets qui sont dans le niveau sur lesquels on a joué tout à l'heure. Il y en a pour 1,4 kilo-octets. Et donc ce sont les positions. Donc on voit ici position X, Y, direction dans lesquelles est stocké l'élément, et de quel type il est. Alors on va avoir, et puis des flags, je ne sais pas à quoi ça correspond, des types. Les types d'objets sont décrits un peu plus tard avec la définition des lignes, vertex, donc c'est un point 3D, 1, 2, des actions spéciales, le front il est comme ça, le back il est comme ça, donc les côtés sont définis ici, et la texture ça va être la DOR 3. Et donc après, un peu plus tard dans le fichier, je vais chercher DOR 3, vous voyez, il y a des références au fur et à mesure, ça se trouve très bien dans le code, c'est assez simple. Et puis après, voilà, j'ai tous les sons. Voilà, je passe. Ça, qu'est-ce que c'est? Des graphismes. Donc là, c'est les lettres. Voilà, donc ça se change simplement. Si je change le VILV 12, je changerai le graphique de Refinery. Donc si je sais changer WLV 12 dans le fichier, je vais pouvoir refaire les graphismes, je vais pouvoir refaire les niveaux. Si je change le niveau, si je change le fichier entre guillemets qui s'appelle E1, enfin le fichier démo, non, ça c'est le fichier de démo, les line defs par exemple, qui correspondent à ça, je vais pouvoir changer je vais pouvoir modder le jeu. Voilà. Alors Doom, on a vu qu'il était portable. Comment on a fait pour porter, comment ils ont fait pour porter ce jeu? Ils utilisaient Wacom sur DOS et GCC, le vénérable sur Next. La plupart des fichiers sont identiques, on peut considérer que c'est du code métier. Quelques fichiers de bas niveau bien extraits dans un coin qui vont être propres à la plateforme sur laquelle on va s'exécuter. Et puis, sur PC 386 et sur Next, on utilise le linker sans indirection. Il n'y a pas de je vais à un pointeur chercher où est la procédure qui va afficher à l'écran. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je réutilise mes définitions. Simplement, je donne une fois le fichier qui contient au compilateur, une fois le fichier qui contient l'implémentation pour DOS, et si je veux compiler avec Next, je lui donnerai le fichier qui
qui contient les implémentations pour Next. Donc, ça veut dire qu'on a de l'abstraction, mais pas d'indirection. Ça veut dire qu'on va garder la performance tout en étant propre, en séparant bien les choses, et donc que être propre et laisser les choses portables permettent donc on peut quand même conserver toute la performance en étant propre. Pas de problème. Donc, les sons sont utilisés pour les deux fois, pour les deux éléments, et puis le son est écrit une fois pour DOS et une fois pour Next. Et tout le reste est commun. Alors Doom est donc bien portable, donc il a été porté par la suite. Il a été porté sur des consoles, sur la Sega 32X, la Jaguar, la Super NES, la PlayStation, la 3DO, sur des trucs un peu plus embarqués, on va dire, la Web TV, sur Game Boy Advance, sur Pocket PC, sur Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. Je pense que la PS5 doit être capable de le faire tourner. La Nintendo Switch sur Android, sur Apple iOS en émulation, mais pas que. Doom est portable, il a été porté sur des caméras, enfin sur des appareils photo, sur des contrôleurs de drone Karma, sur un vieil appareil photo aussi. Il est très portable, il a été porté sur des consoles Game & Watch, sur un vieil iPod aussi de l'époque. Il a été porté sur une montre, il a été porté sur une lampe Ikea à laquelle on a rajouté un écran. Doom est très portable. Doom est très portable, il a été porté sur des fours. Il a été porté sur une Mega Drive aussi, qui n'est pas censé le faire tourner, donc noir et blanc, etc. Alors ça date d'hier. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont envoyé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça, c'est un terminal de paiement dans un fast-food. Il y a quelqu'un qui a installé Doom dessus. Donc c'est bien de faire des choses portables parce qu'on peut le porter partout. Mais vraiment partout. Ça a été aussi porté sur la Touch Bar de Mac et sur une Vaporette. Voilà. Il y a même un subreddit qui s'appelle It Runs Doom. Donc là, il y a tout. Voilà. Si quelque chose existe à un processeur, il faut absolument que quelqu'un porte Doom dessus. C'est obligé. C'est comme ça. Et donc voilà. Et un YouTube intéressant sur comment j'ai porté Doom sur la Switch en 45 minutes. Le code de Doom est toujours aussi portable. Et donc, encore une fois, la qualité du logiciel fait que on a pu le porter après et c'est pas préjudiciable à la performance. Ça a même été très en avance d'un point de vue de performance. Le code de Doom, alors il y a deux sources là-dessus, il y a le Doom Wiki et le livre dont je vous ai parlé. Alors en fait, c'est les codes de Doom. Il y a quelques codes de Doom différents, il y a quelques versions, et encore, ils ne sont pas toutes là. Donc il y a le Doom principal ici, le Linux Doom, le GL Doom, Delphi Doom, Doom Legacy, DOS, Edge, etc. Bon, je ne vais pas tous les passer. En particulier, il y a deux Doom intéressants, le Linux Doom, parce que c'est celui qui a été open sourcé. On l'appelle aussi, je crois que c'est celui-là, le Doom Vanilla, c'est de base, quoi. Et puis bon, il est compilable, mais c'est difficile de le compiler pour un code récent parce que il utilise les interfaces hardware avec le PC. Donc il y a un Chocolate Doom. Après il y a Crispy Doom dessus, mais non, le Chocolate Doom il est pas mal parce qu'il est assez proche de l'original et il se compile avec un Linux standard directement, donc avec SDL. Donc vous faites un mec, je l'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais changé un peu quelques trucs et puis à la fin du Doom il y avait beaucoup de Brascamp, etc. Donc on pourra regarder comment on change dessus. On fait un configure make et ça se compile très bien. Donc on peut aller regarder dans Doom, changer des choses si on veut, etc. Une vue d'ensemble du code de Doom, et ça c'est pas moi qui l'ai sorti, là vous reconnaissez une architecture hexagonale, en 91, sous DOS. Un cœur métier, avec des interfaces un peu partout pour le réseau, la vidéo, les contrôles, bref, tout ce qui n'est pas portable. L'accès à la RAM, c'est parce que on verra, le contrôle de la ressource de RAM était aussi fait par le jeu, mais bref, on a un cœur fonctionnel et un tour propre en hexagonal, toujours avec des perfs jamais vus à l'époque. Et donc la vue d'ensemble du code, c'est ça. Donc c'est pas très compliqué non plus. C'est pas parce que c'est abstrait que c'est très compliqué. Des sous-ensembles avec un préfixe, avec une lettre. Tout ce qui est renderer, c'est R. Underscore BSP pour l'algorithme BSP qui est fameux qui fait que c'est rapide sous Doom. Voilà, la status bar c'est ST underscore, le head up c'est HU, etc. Donc c'est très lisible. Menu, c'est M underscore, tout ce qui est réseau c'est D, tout ce qui est RAM c'est Z, parce que je sais pas. Sound c'est S, V c'est pour la vidéo, et le gameplay c'est P, je sais plus pourquoi. Bref, quelque chose de lisible, pas si compliqué que ça, au final. Petit rappel rapide sur comment. Alors là, je vais faire quelques focus sur quelques points du code. On ne va pas tout voir parce que c'est un peu long. Donc l'arithmétique
à virgule fixe, ce sont des calculs arithmétiques de 32 bits simplement. On sait les faire que sur des entiers. Donc on va simplement décaler la virgule vers la gauche et considérer que les 16 premiers bits sont après la virgule, les autres avant la virgule. Et donc les plus, le moins, le shift à gauche et le shift à droite fonctionnent exactement comme avec des entiers. Simplement, il suffit de se souvenir que le seul truc pour lequel ça ne va pas marcher, c'est la multiplication et l'addition avec des nombres entiers, parce qu'il faudra les décaler avant de les ajouter avec nos nombres à virgule. Mais sinon, ça marche à peu près comme des entiers. Et donc ça, c'est dans mfix. Tiens, on peut juste aller jeter un œil. Donc là, je clique dessus, j'arrive sur GitHub, ID Software /Doom, pas compliqué. Et voilà. Et donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Multiplication, division, les en-têtes toujours GPL, et puis voilà, pas grand-chose de bien compliqué. Frag bit 16, donc 16 bits. Quand même, il y a des defines propres pour savoir combien de bits on décale. Il n'y a rien en dur dedans. Et puis, une unité, c'est 1 shifté à gauche de 16 pour avoir 1 dans ces nombres à pseudo-virgule. Voilà, un type def, donc un type spécifique. Il ne s'agit pas de mélanger quand même les choses. Et puis, une multiplication à virgule fixe, division, et division par 2, comme on a dit, c'est spécifique au code de Doom. Voilà. Ok, c'est bon, je reviens. La gestion de mémoire, donc il y a une gestion de mémoire qui est propre au code. On part sur 4 mégas. Dès le début, ils se sont dit, allez, 4 mégas. Et puis, donc, il y a une gestion de la mémoire par niveau. Il y a des choses qui sont statiques, tout en haut. Celle-là, le gestionnaire de mémoire ne va jamais les lâcher. Le gestionnaire de mémoire, il est dans le code de Doom. Et il y a des éléments qui sont cache, c'est-à-dire que tu les charges. Le jour où tu en as besoin, le jour où tu as besoin d'une mémoire plus importante, donc plus haute, dans ces différents niveaux, tu peux dropper ce qui est cache. Il y a des choses qui sont propres au niveau, il y a des choses qui sont propres au secteur. Voilà, donc un certain nombre de niveaux dans lesquels on va taguer les blocs mémoire, et puis après un système de pointeurs vers le bloc suivant vide. Et du coup, quand on va le relâcher, on lâche le bloc suivant. C'est une liste chaînée de blocs, tout simplement. Et donc l'avantage, c'est que la gestion de la mémoire, elle est déterministe, elle est contrôlée, parce que sous DOS, il n'y avait pas forcément grand-chose de contrôlable. Et voilà. Et donc 4 mégas fixes, y compris sous Next, comme ça on sait combien on en a, et on peut faire tourner le jeu sous Next et savoir et comprendre un peu comment ça se passe. Donc ça, c'est dans zone.h. Juste un petit retour rapide si on voit quelque chose à l'écran. Ouais. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'un truc important, c'était les WAD, là. Et puis que je pense que cette ligne-là, c'est une des plus importantes du code source. Alors ça, c'est pour lire un fichier WAD, pour parcourir un fichier WAD qui est déjà chargé dans la mémoire, et puis scanner, puis retrouver le bon nom. Alors, pourquoi c'est important? Parce que là, on part de la fin. Alors bon, le début, c'est juste pour comparer deux noms, c'est très simple. C'est juste qu'on transforme des strings de 4 octets en un entier de 4 octets, parce que ça va plus vite à comparer. Bon, je vous passe là-dessus, c'est très simple. Simplement, on part de la fin des lumps, et puis on remonte jusqu'à trouver le bon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on en a deux qui s'appellent pareil, on prend le dernier. Le dernier, ça veut dire qu'on a pu le charger après. Ça veut dire que l'utilisateur, en ligne de commande, il aura la possibilité de charger plusieurs WAD, et qu'on va prendre par défaut celui de l'utilisateur. Donc ça vous permet de faire des modes du jeu. Parce que si l'utilisateur, il met dans son fichier .wad un nom qui existe déjà, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'éditeur, ça veut dire que le graphisme utilisé, ça va être celui de l'utilisateur par défaut. Ça, c'est une ouverture qui a été faite exprès par le jeu au début, en le mettant à l'envers, pour pouvoir faire du modding. Voilà. Et donc voilà pourquoi, ici, on scanne à l'envers, plutôt qu'à l'endroit, pour pouvoir permettre le mode, parce que les WAD utilisateurs sont loadés après. Voilà. Et donc tous ces lumps-là vont dans le cache, ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir être réutilisé éventuellement un graphique au niveau d'après, mais on n'est pas sûr, donc on le met avec un niveau de gestion de la mémoire en cache. Donc on pourra le dropper si on en a besoin. Les renderers, alors il y a plusieurs renderers en 2D déjà, pour les status bars en bas, pour le HUD en haut, je crois qu'il y a des petits nombres, etc. Et puis le renderer 3D, on va se focaliser sur le renderer 3D. Pour la 2D, c'est très simple, c'est une liste de widgets. Donc quand même, c'est pas des trucs en dur, c'est des listes de widgets positionnés relativement les uns aux autres, etc. C'est pareil, c'est très bien fait. Le 3D renderer, il se base sur un truc qui est le BSP. Bon. C'est l'algorithme principal de Doom et qui a fait qu'il était très simple. Alors déjà, comment ça marche un peu? Alors, je vais essayer d'être clair, c'est pas facile, mais grosso modo, on avait déjà le raycasting avant. Donc on avait nos carrés, là, on lance le rayon, on regarde. Là, ça va marcher à peu près pareil, les murs sont droits. On va faire du rendu de devant vers derrière. L'idée, c'est de ne pas réécrire 2 fois un pixel.
Donc si on a un mur devant, c'est plus la peine d'aller écrire les murs derrière. Et donc il y a une possibilité qui est d'écrire du fond vers le devant. Donc je mets d'abord les murs du fond à l'écran et je remonte. Et après j'ai les murs de devant qui vont les cacher. Sauf que ça c'est coûteux parce que je vais écrire plusieurs fois. Je vais écrire le mur et après je vais réécrire dessus. Ça sert à rien. On va essayer d'aller du devant vers le derrière. Et donc pour rendre la pièce, je lance mes rayons et je regarde quel est le mur. Sauf que là, mes murs, ils sont plus ils sont plus tous à 90 degrés. Donc je ne sais pas si dans quel sens est-ce que mon lancer de rayon va taper un mur? Et dans quel sens? Est-ce que je les tape tous et je regarde quel est le plus proche? Je calcule toutes les distances de tous les murs et je les trie. Ça va être très long. Alors c'est un peu comme ça qu'on va faire, mais pour une pièce. Alors pour une pièce convexe, ça va, c'est facile. Je regarde mes murs et puis quand j'en ai tapé un, je sais que je ne peux pas taper les autres. Quand j'ai une pièce qui n'est pas convexe comme ici, si je tape un mur, je ne sais pas s'il n'y en avait pas un autre devant, parce que ma pièce est convexe. Donc du coup, je vais quand même devoir essayer de lancer pour trouver un mur. Et essayer de savoir comment ça va faire. Et puis alors là, si j'ai un mur qui est double, qui est réutilisé par une autre pièce, du coup je rentre dans l'autre pièce et je le rends. Sauf que ça va être très compliqué, il va falloir se souvenir des pièces par lesquelles on était passé avant et quels sont les rayons, quels sont les murs qu'on avait testés, parce que là on est dans la pièce 0 et je regarde par là. Bon, très bien, je rentre dans la pièce 2, donc je vais tester les murs de la pièce 2. Et là je tombe sur un mur, mais qui rentre dans la pièce 3. Très bien, je teste tous les murs de la pièce 3. Et là je retombe sur une autre pièce. Ah oui, mais c'est la pièce 2, je l'avais déjà vue avant. Voilà. Et je vous laisse imaginer s'il y a un mur qui fait comme ça et qui rejoint la pièce 1 et qui revient sur la pièce 0. Donc c'est très compliqué à gérer, il va falloir se souvenir de plein de choses. Si c'est inclus, si c'est réinclus à l'intérieur ou qu'il y a des boucles, ça va devenir compliqué. À ce moment-là du développement, stop, il va falloir porter Wolfenstein sur Super NES. Sauf que l'algo, même très simple de Wolfenstein, qu'on a vu tout à l'heure, il était trop compliqué. Alors plutôt que d'optimiser en assembleur super bas niveau, y compris pour un jeu comme Wolfenstein, il allait chercher des papiers de recherche. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé un algorithme super intelligent. Donc plutôt que de faire de l'opti bas niveau, il va regarder tout de suite mais quel est mon problème et comment je peux ne pas avoir à le résoudre, plutôt le résoudre plus vite. Et donc l'algorithme BSP, je vais vous en parler rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On va découper l'espace en plein de petites pièces qui sont toutes convexes. Et je vais trouver un moyen de savoir dans quel ordre je vais pouvoir regarder mes pièces à un moment donné. Prenons l'exemple de cette pièce-là. Elle a des murs, alors qui sont orientés avec des vecteurs, on pourrait comme on veut, puis il y a un trou au milieu. Et si je suis là, je veux savoir dans quel ordre il faut que je regarde en quelques coups. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première phase qui est faite à la compilation un peu du niveau. C'est que je vais découper mon espace avec un arbre binaire et avec des éléments convexes. Donc je suis là je le coupe comme ça par exemple, et puis là je le recoupe comme ça, puis là je le recoupe comme ça. Donc j'essaye de faire un peu au mieux, et là j'ai un découpage en 1, 2, 3, 4 sous-secteurs qui sont tous convexes. Il n'y a pas de mur qui revient. Donc quand je tape un mur, je suis sûr qu'il n'y en a pas un autre derrière. Et puis, je vais faire un arbre. Alors je sais qu'il y a H, je commence par H, je découpe en 2. À gauche, c'est bon, c'est convexe. À droite, c'était pas convexe, je redécoupe, je prends le suivant, G, je suis les murs un peu. Et puis, du coup, je continue G, je fais un point. Ici, j'en ai un deuxième secteur. Et puis, il me reste ça. Est-ce que c'est convexe? Non. Alors voilà. Donc, et H peut être à gauche et à droite. Donc, je repère ce qui est à gauche et ce qui est à droite de chacun des vecteurs. Bon. Une fois que j'ai ça, pendant le jeu, si je suis ici en P1, je sais que je suis ici. Et je vais regarder mon arbre. Je vais regarder par rapport à H, G et F si je suis à gauche ou à droite. Donc là, si je suis en P1, par rapport à H, je me tourne avec la flèche, je suis à droite de H. Bon, très bien. Je suis ici, je vais à droite de H. Ce secteur-là, je vais le faire en premier. Donc A, B1, etc., ça correspond au secteur 1, il est là, A, B1, etc. Ok, je suis à droite, donc je regarde d'abord ce qui se passe dans le secteur 1. Puis ensuite, est-ce que je vais faire 3 d'abord ou 2 d'abord? C'est pas compliqué. Par rapport à G, je suis ou à gauche ou à droite? Donc ça, se comparer à un vecteur, c'est très simple à faire. Je suis plutôt à gauche. Donc je vais aller à gauche. Ok. Par rapport à F, ça c'est mon arbre, je l'avais stocké. Par rapport à F, alors là, je suis à gauche. Très bien. Donc je vais faire d'abord celui-là. Ça, B2E, je fais celui-là. Et après, je remonte, etc. Donc si je suis à droite de H, gauche de G et gauche de F, je vais parcourir l'arbre depuis le haut, droite, gauche, gauche. Et donc je fais droite, gauche, gauche. Et après, je remonte. Et je sais dans quel ordre je vais parcourir tous les petits sous-secteurs en 3 tests. Donc, grosso modo, ça fait 3 comparaisons d'entiers, à peu près. Et une fois que j'ai la pièce, je vais tester tous les murs. De toute façon, il n'y a pas d'ordre dans lequel il faut que je regarde tous les murs pour savoir dans lequel je suis. Donc, voilà comment, en 3 tests, on a fait à peu près
l'équivalent de tout le calcul compliqué précédent qu'on avait là, sur lequel il fallait passer par les murs, se souvenir de par où on était passé, etc. Une fois qu'on a prédécoupé, voilà, donc c'est le Binary Space Partitioning, qui est l'algorithme central de Doom à peu près sur ces calculs-là. Ça a été fait pour le Wolfenstein, et c'est un papier de recherche. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir le truc fluide à l'écran, très rapide, avec des murs qui n'étaient pas droits, etc. Maintenant, une fois qu'on connaît nos murs, alors c'est très simple, on va peindre l'écran. Pour peindre l'écran, on sait qu'on a rempli, entre guillemets, de moins l'infini à moins 1 et de 320 à plus l'infini. On connaît nos murs, on a viré tous ceux qui n'étaient pas visibles, c'est-à-dire ceux qui étaient soit droits, soit orientés vers le fond. Ceux qui sont orientés vers le fond, on ne les verra jamais. Ceux qui sont face à nous, à peu près, on les a. Et donc, du coup, on va tous les afficher à l'écran. Donc, je vais commencer par A, par exemple, mais peu importe l'ordre. Donc, je vais faire A. A, il est entre... Alors, je calcule qu'il est entre 100 et 200. Du coup, je vais me souvenir que j'ai peint... Donc là, je calcule la distance. Avec la distance, je sais quelle hauteur il a. Donc, entre 100 et 220. Et donc, je vais me souvenir que j'ai peint l'écran de moins l'infini à moins 1, de 100 à 220 et de 320 à plus l'infini. Bon. Maintenant, je vais faire B. Donc, B, il est à gauche, et puis il va aller jusqu'à un certain point ici. Et donc, c'est plus moins l'infini à moins 1 que j'ai peint, c'est de moins l'infini à 50, parce que je me suis arrêté à 50 pour ce mur-là. Bon, très bien. Ensuite, C, je vais encore étendre ici jusqu'à 70, et puis, etc. Et maintenant, je sais que les deux seuls éléments que j'ai à peindre sont de 70 à 100 et de 150 à 320. Du coup, je vais peindre D juste sur ces points-là. Et là, c'est bon, j'ai fait toute ma pièce et je n'ai pas refait 2 fois un pixel. Et comme les éléments qui sont pleins, j'ai rabooté mes différents segments, ce qui est plein, c'est de moins fini à plus l'infini, donc j'ai fini de faire mon niveau. Et donc là, j'ai peint tout mon écran. J'ai plus qu'à faire le plafond et le sol. Donc il y a des subtilités sur quelques hauteurs de plafond et de sol qui peuvent être un peu différents, mais ça ne change pas l'algorithme. Voilà. Et des petites optimisations pour des plans qui ont été prédécoupés. Je peux les remettre ensemble avant de les afficher à l'écran pour que ce soit plus rapide. Voilà, bon, la luminosité, les palettes, on a une palette de 256 couleurs, mais on va tricher parce qu'on va se dire qu'un rouge foncé, c'est pas très différent d'un marron foncé, c'est un gris. Donc il y a une palette virtuelle intermédiaire, de manière à pouvoir avoir beaucoup de couleurs, de manière à ce que les murs du fond soient sombres, parce que le côté sombre était important pour le jeu. Voilà. L'intelligence artificielle, en 1 minute, c'est une simple machine à état. Les monstres vont passer dans différents états, et puis dans un fichier texte, on va noter que tel monstre, il est dans l'état ci, et il a tel fichier, et il a tel son, et quand il va passer dans l'état range, c'est-à-dire qu'il se balade, il aura tel fichier graphique, il aura telle référence de son, il aura telle référence dans mon fichier WAD toujours, etc. Donc c'est un gros fichier texte qui va décrire les comportements et qui va être compilé dans du C, qui va lui-même être recompilé derrière. Et pour passer d'un état à l'autre, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est le son qui va être utilisé. C'est la propagation du son qui était déjà faite. Et donc, le fait de tirer avec une arme va réveiller un monstre, par exemple. Parce que on utilise le calcul du son pour pouvoir passer de C à range, par exemple. Voilà, en conclusion, un environnement très très limité à l'époque, quand même. 4 mégas de RAM, c'est pas beaucoup. On a plus que ça, j'imagine, dans le cache numéro 2, dans le layer de cache de nos processeurs. Besoin d'aller très vite. Néanmoins, on ne va pas sur des algorithmes très bas niveau optimisés en assembleur. Il y en a quand même de l'optimisation assembleur, mais c'est surtout de l'optimisation de haut niveau. Peu de monde pour faire ces développements-là. Une architecture très ouverte, très portable. Une excellence technique de rendu graphique. Le but, ils n'ont jamais transigé sur la qualité du rendu graphique. Il y a des optimisations qui étaient faites dans les autres jeux qui n'étaient pas faites là pour le rendu des textures. C'est du filtrage, etc. Le code, il est propre dès le début, documenté, structuré, portable. Il repose sur des standards et voilà, du coup, on peut faire du code qui est à la fois simple, rapide, structuré, ouvert à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. C'est pas en faisant des optimisations très 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 bas niveau, même si ça reste du C. Après Doom PC, je passe très rapidement. Il y a eu Quake, là c'était de la vraie 3D. Il a tout refait. Il a fait un petit langage de script pour les ennemis parce que c'était plus simple. Le Quake C, c'est une autre histoire complète. Il a fait plein d'autres moteurs de jeu qui sont en open source. Il y a plein d'articles sur ce John Carmack, voilà, la beauté du Doom 3 qui est proche du fonctionnel. En fait, il est très 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 pour faire du fonctionnel en C++. Voilà, pas mal d'analyses sur des programmes à lui. Et c'est du code source qui est intéressant à lire en C++, pas forcément pour le C lui-même, mais pour la façon dont il est architecturé, de la façon dont il est présenté.
Petit aparté, j'ai 4 minutes, je vais en prendre 2 sur le port Super NES parce que c'est trop bien. Le port Super NES, donc une Super NES, j'ai dit que Doom a été porté dessus. C'est pas du tout la même génération de consoles, c'est une génération de consoles en 2D, une console de salon, mais il y en avait partout, donc il n'était pas question de louper ça. Mais comment on fait? Parce que c'est pas du tout la même génération des consoles de l'époque qui étaient les Sega, les Jaguar, les PlayStation, etc. Les specs, c'est 3 mégas de CPU, c'est rien, 128 kg de RAM. Donc là, on commence à gratter, c'est quand même assez difficile pour porter Doom. Bon, comment on a fait? Eh bien alors, une petite histoire un peu avant, il y a une cartouche pirate d'une démo en 3D filaire sur Game Boy avec 2 personnes qui se sont fait une petite console pirate. Ils ont été convoqués au Japon par Nintendo pour avoir fait leur console pirate, leur cartouche pirate évidemment. En fait, ils étaient invités au Japon. Vous êtes trop forts les gars, est-ce qu'il est possible de faire sur la Super NES des phases pleines? Vous avez l'air d'être très bons. Alors ils ont répondu non, sauf à avoir du hardware supplémentaire, mais on ne sait pas faire. Ce qu'on leur a répondu, je vous donne $1 million. Ok, on va se débrouiller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coprocesseur, une seconde console, 100 fois plus puissant que la console dans la cartouche, entre 10 et 100 fois plus puissant que la console de la cartouche. On va la mettre dans la cartouche, donc la seconde console, et on va la brancher sur la Super NES, qui va juste servir d'afficheur en fait. Donc c'est vraiment la queue qui remue le chien, c'est ce qu'on dit. Et voilà, et donc ils ont fait le Mathematical Argonaut Rotation I/O Cartridge, Mario Kart, qui ressemble à ça, qui est donc une console 10 fois ou 100 fois plus puissante que la Super NES, qui est à brancher dans une Super NES. Et donc ça, il y a quelqu'un qui l'a eu à Noël. Et oui, pardon, donc là, cette console-là, ça a servi à faire Star Fox. Et tous les jeux 3D derrière de la Super NES. Et donc cette cartouche-là, il y a quelqu'un qui l'a eu à Noël, qui a dit trop bien, je vais regarder comment c'est fait. Donc il a ouvert, il a branché des fils sur les différentes pattes des puces, il a regardé qu'est-ce qu'il y avait, il a regardé ce qui était stocké dans les mémoires, il a branché ça sur son Amiga, il a décompilé un peu le code, enfin, il essaie de comprendre comment c'était fait, il a écrit un compilateur, il a porté Doom dessus, et le jeu est sorti commercialement. Il y avait 16 octets de libre sur la cartouche, et il a sorti le jeu avec le jeu en ligne par modem, au calme, et donc voilà. Et donc ils ont réussi à sortir Doom sur une console qui n'avait absolument pas les moyens de sortir Doom dessus, de manière complètement artisanale. Enfin, le type est trop fort. Voilà. C'est la seule cartouche de Super NES qui est rouge. Toutes les autres sont grises, mais lui, il a eu l'autorisation de la mettre rouge. Voilà. Ben, je vous remercie. C'était un petit tour. Ouais, je suis désolé. Bon, pas de questions. Merci.